Merci Karim, merci de nous accueillir et puis bonjour à tous ceux qui nous suivent. Donc on va vous parler de data science appliquée à la performance industrielle. Alors je dis on, je vais commencer tout seul et comme l'a dit Karim, Julien va nous rejoindre. Slide suivant. Ok, donc très rapidement, ouais, c'est bien, on va passer sur les présentations. Donc on va faire une petite aparté de vocabulaire pour commencer, parce que tout le monde n'est peut-être pas à l'aise avec le vocabulaire autour de la data science et de l'intelligence artificielle. On va ensuite faire un petit zoom sur le fait de la question de savoir pourquoi c'est important la data science et l'IA pour l'industrie. Je vous expliquerai après ce qu'on fait dans le NumLab Eiffage Energy System Clemcy qui est implanté dans le bâtiment KM0 à Mulhouse. Donc c'est moi qui dirige ce NumLab, hein. C'est pour ça que je vais vous en parler un petit peu. On y fait justement de l'IA pour l'industrie, c'est le sujet du jour. Et surtout après, on va passer à une série d'exemples concrets d'application de la data science et de l'IA dans l'industrie. Au suivant. Voilà, donc très rapidement, hein, comment nous on se situe. Donc on fait partie de la branche Eiffage Energy System du groupe Eiffage. Voilà. Donc Clemcy et Dinae sont des marques qui appartiennent à Eiffage Energy System. Juste pour resituer, Eiffage, donc c'est un très grand groupe, un des plus grands groupes de BTP mondial. On fait 70 000 personnes. La branche Energy System en fait 28 000. Et nous faisons donc partie de cette branche-là, Dinae étant une filiale de Clemcy qui lui-même fait environ 5 000 personnes. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu, avant de commencer, du métier de Dinae. Julien Bord, qui va nous rejoindre plus tard, dirige l'entité mulhousienne de Dinae. Dinae, c'est une société qui est spécialisée dans le diagnostic de machines tournantes. Ce sont de véritables experts là-dedans. Également dans le diagnostic de structure, dans le diagnostic d'équipements électriques, dans tout ce qui est solution d'instrumentation, en particulier online, poser des capteurs, choisir les capteurs, etc. Également des spécialistes de la maintenance conditionnelle. Et depuis quelques années, ils ont étoffé leurs offres avec du 4.0, notamment avec la maintenance prévisionnelle, de l'optimisation de process, de la recherche de paramètres influents, etc. Voilà, alors, la force de Dinae et de Clemcy, euh, c'est de savoir associer des briques technologiques qui seront nécessaires aux besoins de maintenance et de production de nos clients. C'est-à-dire qu'on est assez adogmatique. On va chercher ce qui se fait de mieux en termes de technologie par rapport à une problématique donnée. Donc en ce moment, on rajoute beaucoup de data science dans nos process, mais il n'y a pas que ça. Voilà, donc à partir de notre connaissance du milieu industriel et des process, nos experts métiers, eh ben, ils définissent les mesures et les paramètres à enregistrer qui sont ensuite agrégés dans notre solution Smart Forest. Alors Smart Forest, c'est notre solution d'acquisition de données, de data science et d'intelligence artificielle. C'est une marque déposée, j'y reviendrai plus tard. Et ensuite, on analyse ça en collaboration avec nos experts métiers et nos experts en data science. Pour nous, c'est hyper important ce côté d'expertise métier parce que finalement, la data science, l'informatique, tout seul, ça ne sert pas à grand-chose pour l'industriel. Ce qui est important, c'est la connaissance du process, la connaissance de son métier, la connaissance de ses usines. Et couplé avec la puissance de ce qu'on peut faire avec la data science, on apporte quelque chose de nouveau. C'est vraiment le croisement des chemins qui est important. Donc, juste un petit peu de vocabulaire pour commencer. Autour de l'intelligence artificielle et la data science, parce qu'on entend énormément de choses sur le sujet, il y a beaucoup de mots complexes et techniques. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous changez quatre lettres à magie, ça fait maths. Voilà, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent intelligence artificielle et magie. Les auteurs de science-fiction, la télévision, le marketing ne sont pas étrangers à ce phénomène. Aujourd'hui, tout est intelligent, même votre aspirateur et votre appareil photo sont intelligents. Bon, à un moment donné, il faut arrêter. L'IA, c'est quand même avant tout une science, ce sont des maths qui tirent parti de la puissance de calcul des ordinateurs d'aujourd'hui, qui tirent parti de la disponibilité d'une grande quantité de données qu'on n'avait peut-être pas avant, on en avait moins, on a des nouveaux capteurs, surtout on a des nouveaux réseaux qui nous permettent de mieux chercher la data, de la chercher plus vite, de la chercher en temps réel, et c'est bien le mélange de tout ça qui va donner l'IA. D'ailleurs là, il faut distinguer.
souvent on entend les mots big data, data lake. Ça, eh ben, c'est simplement justement le fait d'aller massifier toutes ces données à un seul endroit et de les aligner, entre guillemets, pour pouvoir les comparer, les corréler et faire tourner des équations mathématiques dessus. Data science, data mining, fouille de données, tout ça c'est à peu près la même chose. C'est le fait d'utiliser des méthodes statistiques et mathématiques pour aller analyser les données du data lake, que ce soit en temps différé ou bien en temps réel. C'est d'ailleurs cette notion de modèle offline, online ou de streaming comme on l'entend parfois. Streaming et online, eh ben, c'est justement le fait d'analyser les données en temps réel, à la même vitesse que le process, pour pouvoir prendre des décisions sur le process. C'est vrai en termes de production ou de maintenance. Offline, ça veut dire que c'est des analyses a posteriori. Voilà. Et l'intelligence artificielle, bah, c'est le fait d'automatiser les modèles mathématiques qu'on aura pu créer pour qu'ils tournent en temps réel. Du moins, c'est notre vision de l'IA. Il y a plusieurs définitions, hein. Le premier qui en parlait, c'est voilà, son nom ne me revient pas, mais c'est le monsieur anglais qui a cassé le code nazi de la machine Enigma. Voilà, vous allez retrouver le nom tout seul, sinon vous cherchez sur Google. Voilà. Et ensuite, pour faire de l'IA, de la modélisation mathématique, eh bien, il y a plein de technologies. On entend souvent réseau de neurones, mais réseau de neurones, c'est qu'une manière de le faire. Et d'ailleurs, des réseaux de neurones, il y en a de différents types. Il y a aussi le machine learning, le clustering, les random forest, etc. Donc ne vous laissez pas effrayer par les mots. Alors pourquoi c'est important, l'intelligence artificielle et la data science? Eh bien tout simplement parce que c'est un gisement de valeur. On est convaincu que demain, il y aura deux types de sociétés. Il y aura celles qui seront passées à la data science et à l'intelligence artificielle, et puis il y a celles qui n'existeront plus. Alors c'est un petit peu brutal. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a ceux qui vont passer à l'IA et qui vont gagner en compétitivité et qui vont développer leur part de marché, et les autres qui vont progressivement devenir moins compétitifs et qui vont avoir tendance à disparaître. Évidemment, c'est un peu extrême de dire qu'il y aura ceux qui resteront, ceux qui y seront passés et ceux qui n'existeront plus. Mais entre les deux, il y a quand même une certaine réalité. Et je pense que c'est important aujourd'hui pour les entreprises industrielles en particulier, mais pas que, de s'intéresser à ce sujet-là. Le frein, aujourd'hui, bah, c'est la digitalisation des entreprises et aussi ce que j'appelle la maturité par rapport à la data et à la digitalisation de ces entreprises. Aujourd'hui, certaines sociétés, euh, petites en particulier, mais pas que, digitalisées, ça veut dire installer un ordinateur dans l'atelier. Et il faut avoir conscience quand même de cette réalité industrielle. Avant de vouloir mettre de l'IA partout, il faut déjà commencer par digitaliser, installer des capteurs, collecter la data, la centraliser. Et ensuite, on peut commencer à faire de l'analyse descriptive, comprendre ce qui se passe. Ensuite, on peut éventuellement passer à du prévisionnel, c'est-à-dire qu'à partir de cette description, on peut faire des équations mathématiques pour essayer de prévoir ce qu'il va se passer, anticiper. Encore une fois, pas de manière magique, avec des modèles mathématiques. Ensuite, si on veut encore aller plus loin, on peut faire ce qu'on appelle de l'analyse prescriptive, c'est-à-dire suggérer des réglages optimaux ou suggérer des actions de maintenance à partir de l'historique de ce qui s'est passé. Alors, en quoi la data science et l'intelligence artificielle vont plus loin que les autres technologies? Bah déjà, on peut analyser l'interaction entre plusieurs centaines, voire milliers de variables. Si vous le faites avec Excel, vous allez être assez vite limité. On peut analyser des données en masse. Ça, c'est plutôt l'évolution de l'informatique et des ordinateurs qui le permettent, mais c'est au service de la data science et de l'intelligence artificielle. Ensuite, on peut développer des modèles prévisionnels, y compris dans les cas où les relations entre les variables n'est pas linéaire ou quand les motifs sont complexes. Si vous avez trois points sur une droite, le quatrième est assez facile à deviner. Par contre, si la courbe est beaucoup plus erratique, eh ben, il est fort à parier que des data scientists, qui sont des mathématiciens, vont vous trouver une équation qui est capable de relier les points et donc potentiellement de prévenir, de prévoir le suivant. Voilà. Ensuite, on a aussi des algos qui permettent de filtrer la donnée bruitée ou non fiable de manière automatique, éliminer les points fous. C'est des choses qui existent en statistique depuis longtemps, hein, mais qui aujourd'hui sont à la portée du plus grand nombre grâce à la puissance des ordinateurs. Ensuite, on est capable de faire des modèles mathématiques qui sont auto-apprenants ou auto-adaptatifs. Je donnerai un exemple un petit peu plus tard. Vous verrez que c'est pas magique, c'est mathématique.
Ensuite, on a la capacité de traiter des données non traditionnelles. Alors, traditionnelles, on a un temps, une série temporelle qui sort d'un capteur, un point de mesure dont la valeur varie dans le temps et qu'on va analyser, ou plus exactement plusieurs. Par exemple, du texte en langage naturel. Vous avez l'exemple des chatbots hein, sur le web. On peut analyser ce que veut dire du texte. C'est pas juste le nombre de caractères. On peut analyser des images, de la vidéo, du son, etc. Je vais vous parler rapidement de notre NumLab qui est basé à KM0 à Mulhouse. KM0, certains d'entre vous le savent peut-être, c'est un écosystème dédié à la transition digitale de l'industrie qui est installé dans le quartier de la Fonderie à Mulhouse. Nous y avons un bureau et mon équipe de data scientists est installée là-bas. Voilà, donc KM0, c'est un pôle numérique dédié à la transformation numérique de l'industrie, ce qui explique que Clemcy y soyons présents, hein, puisque on est une société originaire de Mulhouse à la base, donc on fait partie de l'écosystème local, on est présent dans l'industrie, on est présent dans le numérique, c'était naturel qu'on s'installe là-bas. Ça nous permet de profiter d'un écosystème de start-up et d'autres entreprises, d'organismes de formation. Donc, c'est un lieu assez dynamique qui vraiment nourrit notre créativité et nous aide à innover. Voilà, aujourd'hui, c'est 11 000 mètres carrés, 700 habitants, mais je sais qu'ils ont des projets pour agrandir le site. Alors, nos objectifs là-bas, c'est justement de faire de la data science et de l'intelligence artificielle en milieu industriel. Vraiment, notre but, c'est de fournir des prestations de data science, de l'analyse de données, de la modélisation, les outils informatiques pour le faire. L'ensemble de cette solution s'appelle Smart Forest, est ce que vous avez en filigrane sur le panneau. Particularité, on est rattaché à la direction industrielle de Eiffage Energy System Clemcy. Pourquoi on est rattaché à ce niveau-là? Parce que notre but, c'est vraiment de propager l'innovation de la data science et de l'IA dans toute l'entreprise au profit de tous nos clients. C'est-à-dire que vraiment le but, c'est d'aider nos agences locales, toutes nos équipes qui sont présentes dans des centaines d'usines sur le territoire et qui font de la maintenance au quotidien depuis, entre guillemets, toujours, c'est-à-dire depuis presque 100 ans, et un peu plus de 100 ans même d'ailleurs, et autant que possible les aider à analyser les données qu'ils remontent, parce qu'il y en a de plus en plus, et d'en faire quelque chose de profitable pour nos clients. Je vais maintenant vous donner quelques exemples d'applications concrets, en espérant un petit peu démystifier le sujet. Donc vous avez là un exemple qu'on a traité l'année dernière. Donc la machine que vous voyez en bas à droite, c'est une machine qui sert à fabriquer des blocs de béton. Typiquement des parpaings, des bordures de jardin. Ceux qui bricolent un petit peu voient bien de quoi je parle. Donc c'est une très grosse machine, hein, elle fait quelques dizaines de mètres de long, elle vibre beaucoup, c'est un environnement assez agressif, c'est du ciment, du béton, etc. Donc autant vous dire que d'aller collecter de la donnée là-dessus, c'est pas, enfin ça nécessite un certain savoir-faire industriel et c'est justement l'expertise de Dinae. Donc le problème que rencontrait ce client, c'est qu'il faisait face à une variation du temps de cycle de production de sa machine de plus ou moins 20%. Jusque-là, problème industriel assez classique. Alors pourquoi c'est important, plus ou moins 20% sur le temps de cycle, c'est plus ou moins 20% de production et donc potentiellement de chiffre d'affaires en plus ou en moins, hein, c'est relativement énorme. Euh, Seulement, ce client n'arrivait pas à trouver pourquoi ce temps de cycle variait. Pire que ça, nos collègues de Dinae qui ont été appelés sur cette machine et qui ont une solide expérience en analyse de signaux et notamment vibratoires, et ben malgré les capteurs qu'ils ont ajoutés, ils ont réussi à collecter de la donnée, mais pas à trouver la cause racine de la variation du temps de cycle. Ils ont donc eu l'idée de tenter une approche par data science. Ça, c'est typiquement un cas d'usage que je qualifie de painkiller en anglais, hein. C'est vraiment, on a le client qui a un problème, qui ne trouve pas de solution, et on se dit, allez, on essaye la data science. Souvent, ça part quand même d'une intuition, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a sans doute quelque chose dans les données euh, qu'on peut modéliser, analyser, hein. Mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas l'expliquer de manière scientifique. Donc, ce qu'on a fait, Dinae a rajouté des capteurs sur cette machine. On est allé brancher notre solution Smart Forest sous forme d'un coffret, je crois qu'il y a une illustration au slide suivant, sur cette machine. Et là, on est allé collecter 800 variables échantillonnées à 20 millisecondes.
Ça a donné en 3 semaines 1,5 Tera de données. C'est assez énorme. Voilà, hein, pour ceux pour les moins informaticiens d'entre vous, c'est quand même de très gros volumes de données. Vous les analysez pas avec Excel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé ces données, les data scientists l'ont fait avec des méthodes statistiques et mathématiques, à la recherche parmi les 800 variables de corrélation. Alors, dans les variables, il y a quoi? Il y a déjà des données de production sur la qualité des parpaings, qui en fait dépend de la masse des parpaings en sortie. Il y a évidemment le temps de cycle, combien de temps il a fallu pour produire une série de parpaings. Évidemment aussi des temps sur des cycles partiels. Également aussi des données sur la recette de fabrication, puisque les recettes peuvent varier en fonction du type de production, en fonction aussi du type de béton qui va rentrer à partir de la centrale à béton, etc. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont caractérisé le réglage optimal pour chaque parpaing et les facteurs qui influençaient sur la productivité. Ils ont réussi, en quelques semaines d'analyse, à expliquer les trois quarts de la variation du temps de cycle. Mieux que ça, ils ont réussi à créer un modèle mathématique qui prévoit combien de temps va durer le cycle, cela dès le début du cycle. C'est-à-dire qu'à partir de premiers signaux de pré-vibration qu'on analyse en temps réel avec un modèle mathématique, on sait dire que le cycle va durer tant de secondes. Alors ça a l'air de rien, mais si on est capable de dire qu'un cycle va bien se passer ou mal se passer dès le début, on est encore capable d'agir sur des paramètres de l'automatisme pour optimiser la durée du temps de cycle. Donc voilà un exemple. Donc au slide suivant, Karim, je crois qu'on a simplement une photo pour que ce soit un petit peu concret. Voilà, donc ça c'était un coffret très industriel qu'on a conçu pour ce besoin-là, puisqu'il devait supporter l'environnement béton, hein. Voilà, d'ailleurs pour l'anecdote, pour récupérer la machine, on a dû couper les câbles parce ils étaient noyés dans le béton tout simplement. Donc on a là-dedans un frontal d'acquisition, des entrées-sorties déportées, caché derrière les ventilateurs, on a un PC industriel qui contient le data lake pour massifier les données, etc. Autre exemple assez intéressant qu'on a fait récemment, c'est la prévision du vieillissement de surpresseurs. Ça intéressera les plus mainteneurs d'entre vous. Euh, Là, le but du jeu, c'était d'essayer de calculer quel était le degré d'usure réel intrinsèque du surpresseur, sans l'arrêter, sans le démonter. C'est une manière de faire de la maintenance euh, non intrusive, finalement, hein, du coup. On pourrait parler de contrôle non destructif, c'est pas exactement ça, mais c'est un petit peu dans cet esprit-là. Euh, pour faire ça, on ne savait pas trop par où commencer, hein. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on avait 4 surpresseurs avec des degrés de vieillissement différents. Par chance, on avait la date de maintenance de chacun de ces surpresseurs. Et ici, quand on parle de maintenance, il faut bien comprendre que c'est une remise à neuf du surpresseur parce qu'on change un kit complet à l'intérieur du surpresseur. Donc, en fait, on peut techniquement considérer qu'il est neuf à sa date de révision. On peut passer au slide suivant. Voilà, c'est un petit peu plus explicite ici. Les différents S1, S2, S3, S4, en fait, c'est les 4 surpresseurs qu'on est allé instrumenter, hein. Donc, Dinae est allé installer des capteurs de pression amont, aval, de température aussi, et de vibration. C'est avéré que finalement, la température n'avait aucun impact, mais bon, au départ, on ne le savait pas, hein. C'est toute la beauté de l'analyse, hein, finalement. Donc, les 4 surpresseurs, le premier avait été révisé en janvier 2020, le deuxième en juin 2020, le 3 en fin 2016 et le 4 au début 2017. Les data scientists ont analysé les différentes données qui remontaient des différents capteurs et ont créé ce qu'on appelle des descripteurs avec une véritable signification métier. Pour ça, ils ont travaillé évidemment avec les experts de la maintenance de ces surpresseurs. Le premier, alors c'est un peu petit en bas, et ben c'est simplement la fréquence centrale du cycle vibratoire, hein. Donc là, c'est bien un accéléromètre qui a été utilisé. Et sur l'axe en ordonnée, en fait, c'est le coefficient de variation de l'enveloppe autour de cette fréquence centrale. Donc évidemment, pour trouver ça, ben, c'est là toute la puissance de la data science et du data mining. Et là, c'est un vrai travail de mathématicien d'aller trouver dans toutes les variables qu'on a collectées, lesquelles peuvent avoir une importance en termes de vieillissement. Ce qu'on voit, c'est qu'en mettant ces deux variables sur deux axes, c'est qu'on a un regroupement des points autour d'un point central
et qui permet donc finalement, juste à partir de cette donnée, avec la donnée d'un seul capteur, de savoir si le surpresseur est au début ou à la fin de sa vie, et donc finalement d'avoir déjà une idée du degré de vieillissement réel. Alors l'impact, hein, vous le devinez évidemment, c'est de pouvoir retarder ou anticiper une révision. Euh, voilà, on peut avancer. Exemple suivant, c'est la prévision de production d'une centrale photovoltaïque. Donc là, on a vraiment un cas extrêmement intéressant d'auto-apprentissage. Vous le savez peut-être, mais de pouvoir prédire quelle va être la quantité d'énergie produite par une centrale électrique, en particulier photovoltaïque, mais pas seulement, c'est une donnée extrêmement critique pour le gestionnaire de réseau électrique. Alors dans ce cas-là, c'était une centrale en Mauritanie, mais ça aurait pu être en France, et dans ce cas-là, ça aurait été Enedis. Pourquoi c'est important? Parce que l'énergie, ça se stocke pas, ou plus exactement, ça se stocke mal, ou pour être encore plus précis, la stocker, ça coûte cher. Il faut des batteries, etc., et différents systèmes. C'est pour ça que c'est vraiment important pour le gestionnaire de réseau de savoir quelle va être la production à J plus 1, J plus 2, idéalement heure par heure, parce que ça lui permet d'ajuster d'autres moyens, voire d'ajuster la consommation dans certains pays avec du délestage, etc. Euh, donc ce projet, c'était pour une de nos filiales. Ils avaient créé de leur côté un modèle mathématique avec MATLAB et Simulink que certains d'entre vous connaissent peut-être. Je qualifie ça de modèle systémique. Pourquoi? Parce que on a pris le modèle mathématique d'un panneau solaire, le modèle mathématique d'un transformateur, le modèle mathématique d'un onduleur, on a mis tout ça en série et on arrive à un modèle lorsqu'on lui injecte les prévisions météo, en particulier l'irradiance, hein, l'ensoleillement pour une centrale solaire, c'est quand même le paramètre le plus critique, on arrive à prédire quelle va être la production d'énergie. Sauf qu'il a fallu 6 mois pour créer ce modèle parce que c'est compliqué, et qu'en plus, ce modèle a un énorme inconvénient, c'est que comme la centrale, elle évolue dans le temps, le modèle, il devient de plus en plus faux dans le temps, le modèle de prévision. Alors pourquoi la centrale évolue? Ben parce que les panneaux s'encrassent, parce que des panneaux tombent en panne, parce que les panneaux ont un vieillissement qui est absolument normal, hein, qui est communiqué par le constructeur, ils deviennent moins performants dans le temps, mais aussi parce que parfois la centrale s'améliore. Après une grosse pluie, par exemple, ben, les panneaux sont plus propres et il y a plusieurs pourcents d'énergie supplémentaire qui en sort. C'est là qu'on a proposé à la place une approche par data science avec un modèle mathématique auto-apprenant, un modèle de machine learning. On a donné à manger à ce modèle les données de production réelles sur une année, euh, ainsi que la météo, les prévisions météo dans le passé. On a corrélé comme ça mathématiquement une prévision de production avec des prévisions météo. Ce modèle mathématique, ensuite, on lui donne la production réelle des 5 derniers jours de manière glissante. Et automatiquement, avec les prévisions météo, il est capable de prédire quelle va être la production. On peut passer au slide suivant. Et là, ce qui est particulièrement génial, c'est ce qu'on voit sur les courbes qui sont en bas. Donc, en bas, ce qui est représenté, c'est l'erreur, hein. En bleu, vous avez l'erreur du modèle Simulink et en orange, l'erreur du module par intelligence artificielle. Eh bien, l'erreur du modèle par intelligence artificielle, elle décroît dans le temps, celle du modèle Simulink, elle augmente. Et c'est normal puisque le modèle Simulink, il ne tient pas compte de la variation subie sur la centrale, alors que le modèle mathématique, comme finalement, il ne s'intéresse pas à la structure de la centrale, mais uniquement aux données de production réelles, eh ben, il est plus juste qu'un modèle beaucoup plus complexe. Et ce qui est assez super aussi, c'est que ce modèle, eh ben, il a fallu à peu près une semaine pour le créer pour un data scientist, et que son apprentissage, il ne prend qu'une seule seconde sur un PC standard. Encore un exemple, alors ça se passe sur un pont, hein. Alors c'est un pont un petit peu particulier puisqu'il a la faculté de monter et de descendre pour laisser passer les bateaux. Autrement dit, il y a des phénomènes dynamiques euh, e- e- extrêmement importants qui se jouent au niveau de ce pont puisqu'il y a des moteurs, il y a des poulies, etc. pour faire monter et descendre le tablier du pont. Donc là, il s'agissait simplement de surveiller le pont. Donc ici, il n'y a pas encore d'intelligence artificielle, mais il s'agit simplement d'aller capter la donnée et de surveiller, d'aller détecter des dérives, d'aller détecter des atypies pour éventuellement déclencher des opérations de maintenance.
Alors là, le challenge, il était beaucoup plus dans la collecte de la donnée parce qu'il y a une très grande distance entre les deux côtés du pont. Il y a des moteurs des deux côtés, des câbles, des poulies, etc. des deux côtés. Donc là, en plus d'aller chercher la donnée à une fréquence d'acquisition élevée, il faut la synchroniser parce que si d'un point de vue temporel, on a un écart dans les données, ben, on n'arrive plus du tout à les analyser de manière fiable. Alors peut-être juste en synthèse, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA, c'est pas magique, mais c'est mathématique. Euh, Il ne faut pas brûler les étapes. La première, c'est de faire l'acquisition des données. Ensuite, c'est de décrire ces données et seulement ensuite passer à la modélisation, puis éventuellement à l'automatisation de ces modèles pour faire du prévisionnel. Si je peux utiliser une image, on peut considérer que les données, il faut les voir un petit peu comme de la farine. Et pour faire du bon pain, il faut de la bonne farine, mais il faut aussi un bon boulanger. Dans notre cas, c'est un data scientist. Euh, Autre point également de nos retours d'expérience, c'est que les approches que je qualifie d'agnostiques, elles trouvent assez vite leurs limites dans l'industrie. Par agnostique, j'entends les systèmes d'analyse automatique qui ne se soucient pas de comprendre le comment ça marche, de ne pas comprendre euh, quel est le métier derrière. C'est des approches extrêmement intéressantes, mais qui trouvent simplement vite leurs limites. Pourquoi? Parce que une approche agnostique, elle va vous dire, il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe, il y a une dérive. Par contre, elle ne saura pas vous dire pourquoi. Et du coup, elle ne saura pas vous dire qu'est-ce qu'il faut corriger pour améliorer la situation. Et le dernier point, c'est le coût d'une approche data science. Euh, Vous l'avez compris, une approche data science, c'est des profils de data scientist, donc en gros des mathématiciens d'un bon niveau, qui doivent passer un certain temps. Si le problème qu'on cherche à corriger, il coûte pas cher, ou alors s'il ne met pas en jeu la sécurité de biens ou de personnes, il faut sans doute plutôt considérer d'autres approches traditionnelles qui vont coûter moins cher. Merci pour votre attention. On va pouvoir passer aux questions. Merci beaucoup, Jean-Louis. Donc, s'il y a des questions, alors bon, il y en a une qui vient d'arriver. Une fois le modèle de prévision construit pour résoudre le problème technique, peut-il être exploité au quotidien par des techniciens et pourront-ils faire évoluer ces modèles dans le temps avec l'évolution des installations? C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Alors oui, il y a plusieurs réponses à cette question, parce qu'il y a plusieurs questions hein, dans la question. Déjà, de manière très générale, nous, on a la conviction que demain, on sera tous un peu data scientist. Hein, donc déjà, y compris les techniciens de maintenance. Voilà, donc de manière générale et à moyen et à long terme, oui, évidemment, les gens pourront faire évoluer leur modèle. Si je peux faire un parallèle, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous connaissez les régulateurs PID dans l'industrie qu'on a dans l'automatisme, hein, qui sont utilisés un petit peu partout avec la boucle de contre-réaction, etc. Bah, il y a, allez, 20 ans, je dirais, euh, mettre en place un PID, c'était une affaire de spécialistes. Il y avait même des formations et des formations complètes juste pour mettre en place un PID. Aujourd'hui, un PID, c'est mis en place par un automaticien, il fait un clic droit dans son outil, les paramètres, souvent, ils se mettent en place tout seuls. Et ben, je pense que ça va être pareil avec la data science. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a souvent encore besoin d'experts et de data scientists, mais de plus en plus, il y a des solutions automatiques qui arrivent sur le marché où certaines solutions de data science vont être automatiquement duplicables et installables par un technicien sur son installation. Voilà, donc ça, c'était un bout de la réponse. Et l'autre bout de la réponse, ça concernait la possibilité de mettre à jour les modèles sur site. Eh bien oui aussi, puisque les modèles, on peut les déployer sur différentes cibles. Donc évidemment, on peut déployer ça sur une cible spécifique, par exemple sur un PC industriel avec des modèles mathématiques qui tournent en Python, ou sur des cibles avec du réseau de neurones quand le modèle mathématique le nécessite, auquel cas mettre à jour va être un peu compliqué. Mais il y a aussi plein de modèles mathématiques qui sont beaucoup plus simples et qu'on peut même imaginer déployer dans un automate ou dans un PC, où on peut donner les clés, entre guillemets, au technicien qui va pouvoir jouer sur les paramètres du modèle. Merci. Alors, c'est bien d'avoir un peu démystifié cette partie intelligence artificielle, hein. Souvent, on dit c'est le contraire de la stupidité naturelle, hein. On en parlerait juste avant. Le petit souci, ma question, c'est par rapport au système à base de connaissances.
est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte du patrimoine de connaissances avec l'approche réseau de neurones qui se généralise, hein? Alors là, pareil, il y a deux réponses. Déjà, sur la question spécifique du réseau de neurones, mais il y a également d'autres technologies d'IA qui posent ce problème-là, c'est l'explicabilité des résultats. Et effectivement, il y a des industries où c'est extrêmement important de comprendre comment est-ce qu'une IA est arrivée à un résultat. C'est d'ailleurs, et pour faire le parallèle, on n'y pense pas parce qu'on est plutôt dans le milieu industriel, mais dans la banque, ils ont exactement le même problème et ils l'ont eu avant l'industrie. Hein, il y a des algos qui aujourd'hui acceptent ou refusent des prêts bancaires, par exemple. Sauf que juridiquement parlant, dans la plupart des pays, il faut pouvoir expliquer à un client pourquoi on lui a dit oui ou pourquoi on lui a dit non. Et du coup, il y a certaines technologies d'IA qu'on ne peut pas utiliser dans l'industrie pour cette raison, parce qu'on ne peut pas expliquer. Merci. Ensuite, sur la perte de connaissances métiers, ben, je dirais plutôt que c'est l'inverse. Moi, je vois l'IA comme une solution. Parce qu'aujourd'hui, chez nos clients industriels, la compétence métier, elle a tendance à disparaître. Pour des raisons économiques, beaucoup de clients industriels transfèrent, ils ne le font pas volontairement, mais laissent leurs sous-traitants s'occuper de la maintenance de l'outil industriel et du coup perdent eux-mêmes la compétence sur les systèmes. Euh, L'intérêt d'une IA, c'est qu'elle va pouvoir capitaliser tel un système expert. Vous n'avez pas cité le nom, mais je pense que c'est ce qu'il y avait derrière dans la question. Elle peut, tel un système expert, capitaliser sur l'expérience de plusieurs humains à l'intérieur d'une machine, de sorte à ce que la connaissance ne soit pas perdue. Alors c'est vrai qu'après, on peut philosophiquement se dire que c'est triste que ce soit une machine qui conserve la connaissance plutôt que des êtres humains. Mais bon, si tous les êtres humains la perdent et les machines aussi, c'est encore pire. Oui, c'est ça, en fait, tu as lu dans mes pensées. Je rappelle d'ailleurs sur le site Pôle Maintenance, il y a une pièce de théâtre qui parle de maintenance et alors sans dévoiler, mais effectivement, c'était déjà à l'époque, elle commence à dater un peu, mais c'était cette approche-là de dire on va mettre la connaissance et l'expertise de plusieurs personnes dans une machine. Alors, il y avait une autre question. Quelle formation pour devenir data scientist? Alors, je voudrais pas te vexer, mais c'est vrai qu'en fait, on disait statisticien, mais ça se dit plus. Donc maintenant, on dit data scientist. Data scientist. Donc là, la question un peu plus sérieuse, c'est quelle formation pour intégrer, donc devenir data scientist. Et puis, une autre qui est juste derrière, c'est est-ce que les GMAO vont intégrer ces systèmes? Ah, alors les deux questions sont excellentes. Déjà sur les formations. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le domaine de l'IA et de la data science, il y a plusieurs nouveaux métiers. Alors effectivement, on parle tout le temps du data scientist. Il est capital, il est extrêmement important. Et là, eh ben, ce sont des gens qui ont des formations en mathématiques, en statistiques. D'ailleurs, c'est souvent les anciennes écoles de statistiques qui maintenant font des diplômes en data science. Donc c'est des gens qui sont très forts en maths, qui en plus maîtrisent l'outil informatique forcément, mais je dirais un peu comme tout le monde hein, aujourd'hui. Hein. Voilà, sauf que les data scientists souvent savent quand même écrire un petit peu de code, au moins en Python ou en R ou en Scala ou dans des langages dédiés à la manipulation de données. Donc voilà, donc la formation, c'est ça. C'est des bac plus 2 à bac plus 5 ou même plus 8 s'ils font des doctorats ou des post-doctorats sur des sujets de mathématiques. Par contre, il y a aussi un autre métier dont on parle moins qui s'appelle le data engineer. Et lui, c'est le profil qui va mettre à disposition les données. Je dirais que c'est un peu le responsable de la tuyauterie pour aller collecter la data, les verser dans le data lake, les aligner pour permettre aux data scientists de travailler. Là, c'est plutôt un profil d'informaticien orienté base de données, BI, voire infrastructure, réseau, choisir les PC, choisir les machines virtuelles, etc. Donc, je dirais que c'est les deux principaux métiers sur la data. Et l'autre question, Karim, si tu veux bien me la répéter. Oui, est-ce que les GMAO vont intégrer ces systèmes? Ouais, alors ça, c'est super intéressant et on travaille dessus avec mon équipe, en fait, sans rien vouloir dévoiler, enfin pas trop. Euh, la GMO a intégré le système, dit comme ça, je dis non. Par contre, qu'un outil d'intelligence artificielle exploite les données d'une GMAO, là, je dis oui 10 fois. Justement parce que je pense que dans l'approche de maintenance prescriptive, tout l'intérêt, c'est d'aller analyser les historiques de maintenance pour aller y trouver des récurrences ou alors des relations de cause à effet sur la productivité qui, elle, va remonter à partir d'un autre système. Et c'est là toute la puissance, enfin une des puissances de l'IA finalement, c'est d'aller corréler des événements de maintenance avec des événements de production. Euh,
on peut aussi imaginer un système qui marcherait un peu comme un système expert. On a vu 10 fois la même panne, il y a telles corrections qui ont été appliquées, donc tout ça, c'est les données qu'on a en GMAO, hein. Euh, et on sait en corrélant avec la production lesquelles ont donné un succès plus ou moins fort. Et du coup, l'IA va être capable de préconiser une solution de maintenance à un technicien de maintenance. Et donc, ça peut être vu comme une assistance au technicien de maintenance. Merci. Alors une question, et Miroslav, je m'associe entièrement à ta question. Les écoles pourraient-elles utiliser ces modèles pour former les jeunes? Les industriels voudront-ils mettre cette connaissance à disposition? Je suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce qu'on pourrait avoir, nous, hein, puisque on forme des jeunes, avoir ces modèles pour Oh, bah former oui. les jeunes, hein, les modèles que vous développez, vous? Bah, bien sûr. Alors après, la plupart des modèles, en fait, ils sortent de la recherche fondamentale, hein. C'est-à-dire que nous, en général, on n'invente pas les modèles de base, hein. On va utiliser ce qui est fait en recherche fondamentale et on va simplement les utiliser dans le milieu industriel. Oui, mais Jean-Louis, ce que voulait dire mon collègue, c'est est-ce que les industriels seront d'accord pour nous mettre à disposition leurs modèles? Oh, bah, ça, je peux pas répondre pour tous les industriels, mais au cas par cas, oui, et sans doute au moins des échantillons ont un besoin de formation. Oui, oui, Bah oui, je bah, de pense toute pas. façon, c'est du gagnant-gagnant. Être data scientist, c'est très bien, mais il faut encore connaître le système sur lequel on travaille, hein. Mais absolument. Bon. Après, il est évident que si un industriel invente un modèle particulièrement novateur et qu'il le brevette, il va pas le donner, c'est sûr et c'est normal, parce qu'il va Évident. pas prendre le risque de se faire doubler par ses concurrents. Mais il y a tellement de modèles. Je prenais l'exemple de la production de la centrale solaire. Euh, Là, il n'y a pas de, il y a rien de brevetable entre guillemets. Voilà, quelqu'un d'autre peut faire la même chose, simplement avec la bonne compétence. Parfait. Merci beaucoup. On est parfait au niveau du temps. Donc c'est vraiment très très bien. Ben, je crois qu'on peut on peut te remercier. Merci pour votre attention.